takeoff. Press set. 80 knots. À prendre le tango 23 de tango 3 et 00 est cloché, attendez. Et à bonsoir de... Ok. Attends, la France, en demande. Good morning, ladies and gentlemen. You're all very welcome to room share flight door 8401 to London Heathrow. Et bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans la zone aéro du mercredi soir, j'espère que vous allez bien, bienvenue au bar, comme d'habitude, bonsoir tout le monde, bienvenue les gens qui sont dans le chat, bienvenue aussi à nos invités qui sont en arrière-plan, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et ravi de vous retrouver. Et J'entends rien qui est avec nous, hello Seb, hello tout le monde, bienvenue Jean, bienvenue Skyflyer Aviation et Free Flight 30, hop, vous voyez, qui vient de prendre un abonnement, ça fait monter la manche à air. Tu fais monter la manche à air, Eric, c'est bien, bravo. Bonsoir. Jordan qui est là, Julo qui est là, la team modération est présente, avec l'excellent travail de Julo qui, je vous le rappelle, a œuvré pour que les podcasts de la zone aéro soient désormais accessibles directement sur toutes les bonnes plateformes. Donc si vous souhaitez retrouver les épisodes de la zone aéro et que vous souhaitez les écouter dans votre voiture par exemple, on ne peut pas voir l'image mais on peut avoir le son, bah, désormais c'est possible avec les podcasts. Et voilà, ça s'affiche sur le chat, vous avez tous les liens pour récupérer les podcasts de la zone aéro. Voilà, dans quelques instants, donc le début de l'émission, le temps voilà, que nos amis arrivent, et vous êtes un certain nombre arrivés, bienvenue à Samilab qui vient de nous rejoindre, et vous êtes un certain nombre à l'avoir fait cette semaine, comme par exemple Dalkai 59, comme Mister Corpiot qui vient d'arriver également, bienvenue. Le Lorrain 880, Trustpilot 97, MDA GX17, Ghostpilot 747, Samoleo, OCBFR, Super Saucisse 29, ça ce sont tous les gens qui sont arrivés avant-hier et hier, donc c'est plutôt sympa. Voilà donc pour le petit accueil traditionnel. Avant de démarrer l'émission, je vous rappelle aussi que sur la chaîne Twitch, vous avez encore le replay de la semaine dernière avec notre ami Marty qui nous a fait le plaisir de passer, qui a visiblement apprécié son passage, et vous aussi. Vous avez le replay qui est disponible directement sur la page des VOD de la chaîne de la Zone Aéro, et normalement mercredi prochain il sera accessible sur la page YouTube, comme le podcast d'ailleurs. Autre petite info, et on en reparlera probablement à la fin de l'émission quand on reparlera du programme de la zone, on va vous donner un rendez-vous IRL cette fois, donc dans la vraie vie, in situ, et vous savez où est-ce que ça se passera? Ça se passera le 17 juin prochain, le samedi 17 juin prochain, à Paray-le-Monial, en Bourgogne, dans le 71, puisque est organisé un rassemblement, le 20e du nom, le rassemblement des train-queue, donc des avions trains classiques, des avions de collection, plein d'avions. C'est un fly-in et ça aura lieu le samedi 17. Donc si vous êtes disponible le samedi 17, n'hésitez pas à suivre la chaîne, vous cliquez sur follow puisque on aura l'occasion de faire des lives donc Twitch sur la zone aéro en direct depuis Paray-le-Monial avec tous les avions autour. On rencontrera des pilotes, on discutera avec eux et ça devrait être un super moment de partage et ça va être quelque part notre première excursion en dehors du studio de la zone aéro. Ça fait bien plaisir. On retrouvera Anthony qui était venu nous voir, Anthony Rossi, organisateur d'événements, et c'est lui qui est aussi un peu à l'origine avec son équipe de ce fly-in, de ce rassemblement des train-queue en Bourgogne, le 20e du nom. Retenez la date, le samedi 17 juin prochain, et on vous montrera le visuel à la fin. Voilà pour les petites infos du jour. N'hésitez pas à poser vos questions durant l'émission à nos invités, puisque ce soir on va parler, et ben on en parle tout de suite justement, en déroulant le menu de ce soir, le dépôt du plan de vol. Et donc, le dépôt du plan de vol de l'émission de ce soir, on affiche le sommaire, donc j'ai mis ici. Actualité du terminal dans quelques instants. Comme d'habitude, 4 petites news à partager avec vous, dont une historique. Ensuite, séquence stabilisée en croisière, on va parler d'un sujet.
Un peu particulier aujourd'hui parce qu'on a déjà parlé des sujets de la simulation, vous le savez, notamment avec Asgard, avec Track, qu'on avait reçu, comment aborder la simulation quand on est pilote. Eh bien, on va continuer un petit peu dans le même débat ce soir, puisqu'on va rentrer sous une autre facette dans le vif du sujet avec les compagnies aériennes virtuelles, et nous aurons 2 invités avec 2 compagnies aériennes différentes, et on va comparer, il y en a une qui est très grosse, une qui est plus petite, et on va essayer de décortiquer ensemble ce que ça apporte, quel est le degré de réalisme, comment est-ce qu'on fait pour y rentrer, et peut-être que vous-même, qui êtes streamer, qui êtes sur simulateur, vous avez envie de rejoindre une équipe de compagnies aériennes virtuelles. Justement, vous aurez ce soir la possibilité de poser vos questions, et nos invités y répondront, je pense, avec la plus grande précision. Et puis évidemment, fin d'émission, les 5 dernières minutes, 5-10 dernières minutes, la séquence remise de gaz fort aux questions pour la libre antenne à tout ce que vous voulez aborder dans le cadre de la zone aéro sans souci. Voilà pour le sommaire de ce soir, j'espère qu'il vous plaira. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions, cette émission se veut interactive, donc on échange avec vous et on met les questions de côté avec l'équipe de modération et puis on les aborde au fur et à mesure avec nos invités. Il est où le manager de la Good Dream? Il est là, il est derrière, on le retrouve tout de suite après la première séquence de l'émission, c'est l'actualité du terminal. Et on est parti pour l'actualité du terminal qu'on va commencer avec un petit hommage, puisque nous avons eu la tristesse d'apprendre cette semaine la disparition de monsieur Jean Salis, qui est sur la photo que vous voyez ici. Jean Salis, pilote chevronné, passionné d'aviation de légende. Il avait poursuivi l'œuvre de son père pour transmettre au public la grande histoire de l'aviation en refaisant voler tout plein d'avions de collection. Il s'est éteint le 2 juin dernier, à l'âge de 86 ans, moins d'une semaine, et c'est un petit peu l'ironie de l'histoire, après l'immense succès à guichet fermé du 50e fameux meeting aérien de la Ferté-Alais qu'il avait créé il y a quelques décennies. Donc Jean-Baptiste Salis, son père, le père de Jean, était également une figure aéronautique. En 1936, il avait aménagé donc un champ d'aviation sur le site d'une ancienne scierie située entre Cerny et La Ferté-Alais, qui donnera son nom à l'aérodrome plutôt de La Ferté-Alais, et ce sera le terrain de jeu de Jean Salis et de sa sœur Irène. Le site deviendra rapidement un des pôles de vol à voile les plus actifs de France. Et en 1955, c'est Jean-Baptiste Salis, son fils, qui ouvre un atelier de restauration d'avions anciens à Cerny. Et après sa mort en 1967, son fils, Jean, aidé de sa sœur Irène, reprend le flambeau et se met en quête d'avions qui ont marqué la carrière de leur père. C'est ainsi que la collection Jean-Baptiste Salis va démarrer. Et en fait, Jean Salis va tout simplement devenir un expert pour tout un tas de choses, notamment pour le cinéma. On en avait parlé d'ailleurs avec Jack Crean, puisqu'il va coordonner des batailles aériennes, il va collaborer à plus de 150 films, comme par exemple Le Jour le plus long, L'As des As avec Jean-Paul Belmondo, dont il partagera les commandes avec Jack Crean. On en a parlé avec lui il y a quelques semaines, et vous avez le replay qui peut en témoigner, ou encore les fameux films des Indiana Jones que vous connaissez tous. Dans les années 70, il va créer le musée volant avec des dizaines de modèles d'avions mythiques comme le Blériot 11, les fameux Stearman, les biplans, les PT-17, ou encore un Morrison type H, et plusieurs sont classés monuments historiques d'ailleurs. Et évidemment, il va construire et faire perdurer le meeting de la Ferté-Alais tel qu'on connaît aujourd'hui, le temps des hélices, qui deviendra un incontournable en Europe, et on en a encore eu la preuve le week-end dernier. Donc condoléances à toute la famille, puisque c'est vraiment une figure de l'aviation française qui disparaît aujourd'hui. Voilà pour le premier hommage, on va dire, de la zone de ce soir, et on continue avec Euro Aviation Bashing. Pourquoi? Tout simplement parce que l'Europe est dans le collimateur de la IATA, donc l'International Air Transport Association, cette année. L'association en gros des compagnies aériennes, si on peut dire. À l'occasion donc de l'Assemblée Générale de l'association, les discussions ont beaucoup tourné autour du projet de l'aéroport de Schiphol, afin de réduire ses capacités. Voilà. Pourquoi? Tout simplement, les Néerlandais en ont un petit peu marre, ils trouvent que ça fait du bruit,
et aussi de la loi française sur l'interdiction des vols sur les trajets où une alternative en moins de 2h30 existe en train. Vous avez entendu parler de la suppression des lignes intérieures au détriment du train s'il faut moins de 2h30. Ils ont parlé également des grèves du contrôle aérien et aussi de l'absence d'avancée de l'Union européenne sur quasiment tous les sujets qui, selon eux, préoccupent les compagnies. Donc pour le IATA, ce qui se passe au niveau national et aussi au niveau européen, c'est justement un immobilisme. Il faut savoir que, qu'est-ce que j'ai noté, que les limitations que souhaite le gouvernement néerlandais pour réduire le bruit sont imposées sans concertation. Donc ça, c'est un peu ce que reproche l'IATA, pour Schiphol en tout cas. Que la loi sur les limitations des vols en France est une décision qui est purement politique, sans effet concret sur le climat, annonce-t-il. En revanche, les perturbations occasionnées par les grèves du contrôle aérien français principalement empêchent les appareils de survoler l'espace aérien et donc obligent à des détours qui, eux, ils dénoncent comme ayant un coût environnemental non négligeable. IATA donc souhaiterait que l'Europe s'impose sur le dossier d'un ciel unique européen qui, selon eux, est au point mort depuis ces dernières années. On va suivre ça puisque c'est un bras de fer un peu entre le IATA et l'Union européenne. On continue. Donc vous voyez, il n'y a pas que chez nous on parle climat. Ensuite, on va parler d'Elexir Aircraft qui est dans la tourmente. Voilà, constructeur français. Donc l'EASA exige d'Elexir Aircraft qu'il prouve qu'aucun séparateur, donc c'est des éléments qui sont à l'intérieur de la structure, n'a été oublié dans les structures composites. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand les pré-imprégnés arrivent, ce sont des rouleaux imbibés de résine, et au moment où on les met en œuvre, dans les moules, il faut retirer un film plastique, et il y en a énormément. Et donc, les premiers appareils de chez Elexir Aircraft ont été rappelés pour vérifier justement si ces fameux films avaient bien été retirés pour être sûr que tout soit conforme. Ces vérifications vont avoir un impact quand même, puisque donc, tous les premiers appareils vont être rappelés pour vérification, et chaque vérification, tenez-vous bien, doit durer à peu près 3 jours par appareil. Donc ça va monopoliser beaucoup de temps et d'investissement de la part d'Elexir Aircraft. Et l'idée, c'est de prouver qu'il y a bien une conformité de la procédure concernant ces poses, et puis que ça dégage en fait tout risque de fragilisation de la structure des avions. Voilà. Donc, pareil, on va regarder un petit peu ça, et comment Elexir Aircraft va se sauver un petit peu de ce cas-là. On pense aussi à Aura Aero, souvenez-vous, où il y a eu ce fameux crash de cet avion de voltige qui avait aussi retardé beaucoup de choses, et voilà. Donc courage pour les constructeurs français qui, je pense, font le travail bien, et voilà. Et enfin, on termine par la dernière petite actu du jour et la dernière petite actu historique. Vous en avez l'habitude maintenant. On va parler du 7 juin 1937 avec un nouveau record pour Amelia Earhart. Donc c'est une nouvelle fois aux commandes d'un bel appareil que l'aviatrice va signer un nouveau record ce 7 juin 1937. Elle est à l'origine du vol transatlantique, et cette dernière ayant effectué cette performance en empruntant le chemin du Sud. Par le passé, elle avait traversé l'Atlantique par le nord, donc là, la boucle est bouclée, elle passe par le sud, et elle part du Brésil, plus exactement de Natal à 8h13 UTC, et elle va rejoindre la ville sénégalaise de Dakar. Donc vous voyez un petit peu le périple qui a été fait, et c'est à l'occasion du Tour du monde en aéroplane débuté quelques jours plus tôt, le 1er juin 1937, que la célèbre pilote a réussi cette liaison par la voie des airs, installée aux commandes d'un appareil dont la motorisation est assurée par 2 moteurs Electra. Vous vous souvenez de l'avion de Bernard Chabert, le Lockheed Electra. La Prest quarantenaire était assistée sur ce vol d'un navigateur radio appelé Fred Noonan, et elle se pose à 19h35 UTC, le 7 juin 1937 à Dakar, avec 11h22 pour parcourir 3100 km, ce qui fait à peu près une moyenne de 270 km par heure. Encore un record de plus pour Amelia, qui en signe beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, grande aviatrice.
Voilà pour la petite actu du terminal. Si vous avez des réactions à faire, n'hésitez pas à faire dans le chat. Et dans quelques instants, on va rentrer dans le cœur du sujet, puisqu'on vous en a parlé. Ce soir, on va parler compagnie aérienne virtuelle. La séquence sera stabilisée en croisière. Et nous allons tout de suite retrouver nos deux invités, deux et demi, je dirais, vous comprendrez juste après, nos deux invités et demi de ce soir. Et on retrouve nos invités qui sont là. Alors, on va juste vérifier déjà que tout va bien, puisque c'est vrai que... hop, voilà, et voilà. Messieurs, bonsoir. Jérémy. Alors, à gauche, bonsoir, sur votre écran, Sébastien. Jérémy, la chaîne Dreamer Creator qui est avec nous. Bonsoir Jérémy, bienvenue. Et, merci Sébastien. Voilà. Et merci pour le shoot-out pour Jérémy et la chaîne Dreamercaster dans le chat. Et puis, à droite, Laurent, qui est avec nous. Bienvenue Laurent, merci de ta présence. Bonsoir à tous. Et bien ce soir, on va parler compagnie aérienne virtuelle. Alors je vais mettre les petites incrustations, mais avant toute chose, les amis, on ne doit pas déroger à la tradition. Est-ce que, sans faire tourner le compteur ce soir, chacun, on va commencer peut-être par Jérémy, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement ? Alors bonsoir Sébastien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis Jérémy, je suis Dreamercaster sur Twitch. Je stream depuis 2 ans et demi, bientôt 3 ans, le temps passe. Depuis bientôt 3 ans sur Twitch, MSFS uniquement. J'ai commencé à streamer le jeu MSFS en ayant le rêve de commencer une licence de pilote privé, chose que j'ai eu la chance de faire quelques temps après. Donc j'ai commencé à peu associer simulation et vol IRL. Notre chaîne a commencé à évoluer avec un tour du monde, des vols de groupe, différents vols qui sont arrivés naturellement au liner, où j'étais principalement que sur l'aviation légère. Et c'est comme ça que la Good Dream a commencé à sortir d'une livrée. Le premier nom de la Good Dream est arrivé comme ça. Vraiment, c'était dans la programmation une soirée par semaine, simplement un vol, et pas dans un vol RP comme on pourrait avoir sur d'autres chaînes, plutôt dans le côté interaction avec les viewers, voilà, le côté sympathique et en essayant de jouer un petit peu le côté immersion. Et après on a commencé à se rassembler un petit peu autour de la Good Dream en créant avec le logiciel Onair, qui est un logiciel de gestion de compagnie aérienne, une compagnie aérienne, donc la Good Dream. Et c'est là où je pense que l'approche est différente avec les autres compagnies aériennes, c'est que on est là en coopération pour bâtir ensemble une compagnie. C'est-à-dire que on va partir de quelques avions, donc aviation légère principalement, et chacun en volant va ramener via des contrats sur les transports de Pax ou de cargo, va ramener un côté financier à la compagnie, et grâce à tout ça on va pouvoir commencer à investir, construire des installations, acheter de nouveaux avions de plus en plus gros, partir de plus en plus loin, jusqu'à arriver à développer des hubs et à essayer de s'étendre le plus possible. Voilà pour les grandes lignes de la Good Dream. Merci pour cette présentation. Alors je vois qu'on me dit qu'il y a des petits échos, il y a des soucis de son. Est-ce que c'est meilleur pour vous les amis ou pas? Parce qu'apparemment, alors on dit ça doit être chez Laurent qui a un retour, d'audio. Ah voilà, Laurent met son casque, donc si ça se trouve ça va peut-être résoudre le problème. Vous allez nous le dire dans quelques instants. Alors Laurent justement, on va tester le son en plus un petit peu avec toi. Est-ce que tu peux nous faire une présentation, puisque toi tu interviens pour la compagnie, on peut même dire que tu as fondé la compagnie Air France virtuelle. Alors est-ce que tu vas pouvoir nous présenter un petit peu cette compagnie et puis comment tu es arrivé à fonder un petit peu tout ça? J'ai un problème de son, donc je ne sais pas si vous m'entendez, j'ai l'impression que j'ai un retour. Ouais. Alors on ne t'entend quasi pas non plus. Vous m'entendez pas?
Est-ce que vous m'entendez? Si personne n'entend personne, ça va être compliqué. De mon côté, je t'entends très bien. Je vais laisser la parole à Jérémy, je vais aller chercher un autre casque. Ah, d'accord. Ok, donc on va retrouver Laurent dans un instant. Donc, Jérémy, pour nous parler rapidement de ta chaîne, donc Dreamercaster, quand est-ce que tu streams habituellement? Quels sont tes horaires et qu'est-ce que tu proposes du coup régulièrement sur ta chaîne? Alors, mes horaires étaient, parce que j'arrive en fin de licence PPL, donc j'ai... Il y avait une annonce à faire, non, d'ailleurs? Il y avait une annonce à faire. Aujourd'hui, j'étais à Beauvais. Ce matin, je me suis présenté pour l'épreuve commune. Ouais. Je l'ai validée. Avec 90% de bonnes réponses. C'est bien. C'est pas top, mais c'est bien. L'après-midi, je me suis présenté pour l'épreuve spécifique. J'ai validé. Avec 94% de bonnes réponses. J'ai validé le théorique de la PPL. Voilà, donc le PPL théorique dans les mains, dans la poche de Jérémy, donc bravo. Alors toi, tu avais déjà commencé par voler, enfin comment dire, en vrai? J'ai un retour dans le casque. Ouais, alors hop, je me demande si c'est pas, ça doit être Laurent qui doit installer son casque, je suppose. Ah, voilà. Est-ce que c'est mieux ou pas? C'est vrai qu'on a un petit souffle. Alors attends, hop, voilà. Là j'ai coupé le micro de Laurent qui apparemment il est figé, je ne sais pas pourquoi. On va le retrouver dans quelques instants, on va le laisser finir de faire ses réglages. Il y a un écho avec mon micro apparemment, non? Ou c'est par rapport à Laurent? Ah bah, dans le chat, vous allez nous dire, est-ce que vous entendez bien Jérémy ou pas? Et on souhaite la bienvenue également à Aldric974 qui vient d'arriver. L'écho est toujours présent. Je pense qu'il faut que la zone aéro, tu mutes quand Jérémy parle. Ok. Ok, donc ça doit remonter. Je vais faire ça. Voilà. Hop. Et puis on va refaire un essai. Donc, dites-nous dans le chat si vous constatez quelque chose. Est-ce qu'on m'entend tout seul? Ouais, normalement on doit t'entendre. Un retour par haut-parleur. Ok. Tac, on va faire comme ça. Donc, Jérémy, on disait donc tu streames pas beaucoup, donc tu as, enfin pour l'instant puisque tu as passé ton théorique et que tu l'as validé. Donc voilà, l'annonce est faite, le théorique est fait. Je me suis enfermé pendant 3 semaines à ne pas m'approcher du PC, à ne rien faire. Donc tout a pris la poussière pour me concentrer vraiment sur la partie théorique. Et chose que j'ai validée aujourd'hui. Donc là, c'est tout frais, c'est tout neuf, et je suis vraiment, ouais, pas soulagé, mais je suis hyper content de cette, voilà, de cette marche en plus. Et maintenant reste la pratique, une bonne dizaine d'heures d'instruction et le solo et les navigations que vous connaissez bien. Et voilà, donc il y a encore du chemin, mais c'est passionnant et je suis vraiment content. Donc on va reprendre les streams pour reprendre donc la question de la programmation. Idéalement le lundi, le mardi et le jeudi. Donc on essaie de streamer 3 fois par semaine. Voilà, 3 fois par semaine c'est bien, sinon 2 fois par semaine. Avec généralement dans la semaine une partie dédiée à la Good Dream, donc un soir où on fait des vols pour la compagnie. Donc on se connecte via Onair en live et on se fait des missions parce que voilà, notre compagnie, en fait, c'est des contrats. On va chercher des contrats pour, comme je le disais, pour ramener de l'argent à la compagnie, ce qui aide à les développer. Donc moi, ce que je fais en live, comme ça la met un petit peu aussi en avant. Et tout le travail aussi des autres pilotes qui sont derrière, qui œuvrent à faire grossir la compagnie. Donc, on essaie de se faire plus ou moins des vols simultanés et en coopération sur des grosses missions et voilà, donc voilà, ma programmation c'est notre tour du monde et on essaye une fois par semaine un vol
de la compagnie. D'accord, donc c'est de l'argent virtuel qui est cumulé par la compagnie, que vous mettez de côté, qui sert après à se développer, à faire d'autres choses? Là, exactement, c'est que au début, c'est vraiment, on part avec des avions, enfin simples entre guillemets, c'est des turboprops, double bimoteur, et pas plus parce que l'argent au départ on ne l'a pas, et c'est en commençant à se développer qu'on ramène donc de l'argent à la compagnie. Chaque pilote a aussi sa partie de paye, parce que voilà, tout travail mérite salaire, même virtuellement, et après les pilotes peuvent réinvestir leur argent, ou simplement eux développer leur personnage, parce que notre compagnie est dans un monde persistant, c'est-à-dire que chaque personne vit son vol solo ou en coopération dans différentes VA, donc pour la faire évoluer et la faire grandir. D'accord, ok. Très bien. Bon, on a déjà un peu un ordre d'idée, de voir un peu comment ça se présente, et on comprend déjà un petit peu mieux comment tout ça s'architecture. Alors, on va demander à Laurent s'il a pu trouver la solution au problème. Est-ce que vous m'entendez? Ah bah parfait. Là, c'est parfait. Oui. Ouais, alors parfait, oui et non, parce que du coup, j'ai pas pu installer un nouveau casque. Okay. Donc il va y avoir du retour. Donc ce que je vais faire, c'est que quand je parle pas, je couperai mon micro pour éviter d'avoir trop de retour chez les auditeurs. Bah, là apparemment tout est ok. Hop. Et on salue Nico qui est arrivé aussi dans le chat. Ouais, apparemment c'est bon. Donc 5 sur 5 pour le son, donc c'est bon. Les problèmes de son apparemment sont réglés. Nickel. Donc Laurent, bah écoute, je te laisse te présenter surtout ta compagnie. Alors, bonsoir à tous. Désolé pour ces problèmes techniques. Je sais pas si on me voit. J'ai l'impression d'être figé à l'écran. Mais on te voit. Tu peux descendre un tout petit peu la caméra et ça sera parfait. Hop. Voilà, très bien. Faut qu'elle tienne. Pourtant, on avait tout réglé cet après-midi, hein. Ouais. Là. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ouais, comme ça c'est parfait. Sinon je me baisse un peu, je ferai un peu voûté, mais c'est ah bah non, ton frère, faut te lever. Voilà. Bon, vous me direz s'il faut que je me relève un peu, s'il faut que je me relève un peu ou pas. Donc du coup, oui, je disais, moi je m'appelle Laurent, en fait je suis vice-président d'Air France Virtuel. Tout à l'heure tu m'avais présenté comme le créateur d'Air France Virtuel, donc je corrige cela. Air France Virtuel a été créé par Bertin en 2011. Donc du coup, moi j'ai rejoint l'aventure il y a 7 ou 8 ans, parce que le temps passe à une vitesse phénoménale. Et donc Air France Virtuel, comme Jérémy, c'est une compagnie virtuelle. On ne travaille pas sur un air, mais on a un peu plus de 100 000 lignes, un peu plus de 3 000 pilotes, et on met à disposition tout un tas d'outils au niveau des lignes, au niveau des événements. On a une Flight Academy. On a également un Twitch pour permettre à nos pilotes de diffuser leur live. Donc voilà un petit peu très rapidement Air France Virtuel. Et Aldric qui nous dit, Aldric 974, et des magnifiques events. Donc c'est quoi un event? C'est des choses que vous mettez en place, vous organisez spécifiquement pour la communauté? Ouais, c'est ça. En fait, on réalise tous les mois, il y a 2 vols de groupe, donc avec une destination qui est choisie par l'équipe event. Et puis il y a un certain nombre d'events qui sont mis en place, qui ont une durée de 15 jours, 3 semaines, 1 mois, et qui généralement sont axés sur les événements IRL. Donc on essaye de coller au plus près. Donc par exemple pour le festival de Cannes, on a mis des events en place, et chaque event vous permet, quand vous les réalisez, de cumuler de l'argent virtuel au sein de la compagnie. Ok. D'accord. Alors, ce que je vous propose de faire avant de continuer, parce qu'on a parlé un petit peu de formation, tu as parlé, Laurent,
de la partie, on va dire, pôle formation. Je vous propose, pendant l'interview dure un petit quart d'heure, je vous propose de retrouver Kémy. Alors j'ai oublié son numéro de pilote Air France virtuel, mais on a eu l'occasion d'enregistrer cet après-midi une petite vidéo avec lui et il va nous présenter ce que c'est que le programme cadet, puisqu'il existe un programme cadet au sein de Air France virtuel. Donc je vous propose de découvrir ça tout de suite. Ok, eh bien Kémy, merci de nous avoir rejoints. Alors c'est enregistré, je le dis pour les gens qui nous suivent, voilà, c'est un enregistrement qui date du début d'après-midi. Alors Kémy, on connaît tes activités de pilote de ligne, dont on avait parlé ensemble quand tu étais venu nous voir l'année dernière, mais par contre ce qu'on ne savait pas, ou ce que les gens ne savent pas forcément, c'est que tu es aussi responsable de la formation chez Air France Virtuel depuis peu, ça fait combien de temps ? Eh ben écoute, ça fait, j'ai rejoint Air France Virtuel. Alors déjà, bonsoir à tous. Et la raison pour laquelle je pourrais pas être là en direct ce soir, c'est parce que je travaille ce soir justement. Donc voilà, on enregistre ça dans l'après-midi. J'ai rejoint le staff d'Air France Virtuel au début de l'année 2022, décembre 2021, janvier 2022. Et en fait, j'ai rejoint la compagnie et très vite, j'ai contacté, on va dire, les membres du staff pour proposer mes services entre guillemets en tant qu'instructeur ou éventuellement streamer. Donc j'ai fait les deux. Aujourd'hui, je suis là pour parler de la partie instruction. Donc voilà, ça fait un petit peu plus d'un an en fait que j'ai rejoint ce pôle et que depuis quelques mois, j'ai pris le lead. D'accord. Alors justement, au terme de formation, on parlait d'un programme cadet, un peu comme dans les vraies compagnies, alors qu'on est dans le mode virtuel. Quels ont été les besoins ou comment est arrivée cette idée de projet de ce programme cadet chez Air France Virtuel ? Alors en fait, le programme cadet, on l'a créé vraiment sur les bases du programme cadet d'Air France, c'est-à-dire permettre à des gens non initiés de pouvoir nous rejoindre, parce qu'on est une compagnie virtuelle. Le processus de recrutement, juste là, il était les suivants, c'est-à-dire que les gens s'inscrivaient, il y avait un petit QCM d'entrée de connaissances générales aéronautiques, et si la personne réussissait ce quiz, il était intégré à la compagnie virtuelle et pouvait commencer à faire ses vols en autonomie. Il n'y avait pas vraiment d'accompagnement en réalité, on était un peu lâché dans la nature, et du coup, on a eu la remarque plusieurs fois sur notre Discord où il y avait des gens dont on sentait qu'ils étaient perdus, ou même ils nous ont même demandé directement est-ce qu'il pourrait avoir un programme novice, un programme cadet. Le terme cadet avait même été employé, et c'est comme ça que l'idée a germé entre les différents membres du département formation, entre le créateur de la compagnie qui lui nous a beaucoup poussé parce qu'il voulait avoir son programme cadet, et donc voilà, on l'a mis en place en travaillant, en bossant plusieurs semaines, même. Ok, donc voilà, petit plantage. Je ne sais pas pourquoi l'interview de Kémy est plantée. Bon, décidément, c'est les joies du direct. Hein. Et en plus, apparemment, vous aviez de l'écho, c'est ça? Alors attendez, ce qu'on va faire, toc, est-ce que je peux pas faire ça? Il y a de l'écho, je pense que faut que tu mutes. Là, je viens de réactiver parce que du coup, l'interview passe plus. Beaucoup d'écho, ok, bon, c'est pas grave. On va faire avec les moyens du bord. Hein. Alors, on va enlever Kémy, on va retrouver nos deux invités. Hop, alors, je vais me retourner vers Jérémy. Jérémy, est-ce que vous avez un pôle de recrutement comme ce dont parlait Kémy à l'instant? Non, pas pôle de recrutement. Je le fais personnellement sur le Discord de Honair. Et quand je vois un pilote seul qui vole dans son coin au-dessus de la Nouvelle-Zélande, parce que nous sommes basés sur la Nouvelle-Zélande, je pourrais aussi en parler pourquoi la Nouvelle-Zélande, je lui envoie un petit MP, un petit message, et je lui propose, s'il souhaite voler pour la compagnie, de nous rejoindre. Oui, donc c'est du recrutement en temps réel. Oui. Ok. On a une toute autre dimension. C'est vraiment une petite compagnie à taille humaine. Pourquoi la Nouvelle-Zélande? Parce que pour le VFR, c'est parfait, c'est très beau à survoler. Pour les vols intérieurs, pour les avions de ligne, c'est très bien. Ça nous fait des petits vols. C'est très technique comme approche à Nouvelle-Zélande, et ça donne des vols sympathiques. Et on peut
peut s'étendre avec l'Australie. Sauf que voilà, on a besoin de pilotes, on a besoin de monde parce que notre compagnie génère aussi de la dépense quand elle ne vole pas. Il y a des dépenses de frais fixes qui tombent, et c'est pour ça que c'est différent des autres compagnies, c'est que on peut partir très fort et s'écrouler et devoir repartir à zéro parce qu'on a fait une banqueroute. Donc il faut rester à taille humaine et grossir tout doucement et avec des pilotes qui dépensent aussi beaucoup d'énergie et de temps personnel. Et ça il faut le remercier parce que les gens ils prennent un de vos avions et ils font des allers-retours 2, 3, 4, 5 heures pour ramener un maximum d'argent pour la compagnie pour après le réinvestir et déployer notre réseau. Mais se déployer, ça coûte de l'argent. Donc voilà, il nous faut des pilotes avant tout pour faire voler nos avions, parce qu'un avion qui vole pas, et ça on le reconnaît même sur le virtuel, ça coûte de l'argent. Ouais. Donc justement, le réalisme est poussé à l'extrême. Tu parlais de petites compagnies à taille humaine. Laurent, est-ce qu'on peut parler de Air France virtuelle comme une grosse machine ? Je vais pas dire qu'il n'y a pas de côté humain, mais qu'il y a énormément de personnes à gérer. Je sais pas combien, Jérémy, tu as combien de pilotes actuellement, toi ? On a une quinzaine de pilotes. D'accord. Bon, alors effectivement, on peut parler d'Air France virtuelle comme une grosse machine, puisqu'on approche tout doucement les 3000 pilotes au compteur, avec un recrutement d'environ 80 pilotes par mois. Donc oui, c'est une grosse machine. On propose énormément de services de gestion, puisqu'il y a un peu plus de 100 000 lignes qui sont actives sur Air France virtuelle. On a des lignes en code-share avec les principales compagnies de l'alliance Air France, du groupe Air France KLM, etc. Il y a tous les events, il y a les vols par mois, il y a la Flight Academy, il y a les inscriptions. On a un service dispatch, on a un service d'OSV, donc tous les vols, il y a un rapport de vol et donc il y a des bonus et des malus en fonction d'un certain nombre de choses. J'ai vu passer sur le chat qu'il y en avait un qui disait qu'il avait pris un malus en dessous du FL100 parce qu'il était un petit peu trop rapide. Donc on a tout ça. Donc effectivement, c'est pas du tout la même infrastructure. Aujourd'hui, on a une trentaine de bénévoles qui travaillent tous les jours au sein d'Air France virtuelle. On utilise un tracker pour gérer tout ça, avoir la remontée de toutes ces informations. Et d'ailleurs, on est en train d'en tester un nouveau. Alors, je sais pas si je peux trop en parler là pour faire de la pub. Enfin, ça fait de la pub là, donc voilà, on utilise. Enfin, il y a Metaflight qui est en train d'être développé par une équipe à côté et qui je pense, c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller de près, puisque justement, on va être dans un monde persistant. Sur une grosse partie des vols avec des déplacements réels de passagers. Donc c'est-à-dire que si on a 10 000 passagers d'un côté, au fur et à mesure que les compagnies vont prendre des vols, que les pilotes vont prendre des vols, ça va décaisser le nombre de passagers. Pareil pour le cargo, etc. Voilà. Donc, bon, je vous invite à suivre l'évolution de Metaflight. C'est un tracker qui, je pense, va être intéressant. Mais voilà, bon, et concernant Air France, on teste en partenariat justement avec Metaflight, on débug les éléments. Metaflight, vous êtes rémunéré aussi quand vous volez. Enfin, il y a tout un tas de choses qui sont intéressantes. Il y a plein de choses qui arrivent aussi, comme un Packs and Cargo qui permet d'avoir un petit peu un FS Passenger où vous gagnez des bonus sur vos vols en fonction de si vos passagers sont contents. Il y a de
de la blockchain et de la NFT pour rentrer les vols dans la blockchain, pour que ce soit infalsifiable au niveau des carnets de vol, etc., etc., etc. Il y a vraiment beaucoup de choses qui arrivent sur ce tracker, et donc comme on est bêta-testeur, c'est intéressant parce que ça nous permet de mettre en avant ce que nous on aimerait voir et qu'on ne voit pas forcément ailleurs, et de tester, faire un retour d'information sur tous ces éléments-là. Voilà pour la petite parenthèse Metaflight. Après, s'il y a des questions, j'y répondrai avec plaisir. Mais voilà, je pense que c'est plus les compagnies virtuelles qui étaient un petit peu à l'honneur ce soir. Donc, pour répondre à ta question, oui, on est une grosse compagnie par rapport effectivement à mon collègue, et on recrute tout le temps. Hein, donc, n'hésitez pas non plus à nous rejoindre. Hein. Alors, c'est un peu plus compliqué pour nous rejoindre puisque nous on a comment ça s'appelle, un examen d'entrée. On a 2 portes d'entrée en fait sur Air France Virtuelle. Il y a l'examen d'entrée où c'est une vingtaine de questions, un QCM global sur l'aéronautique. Donc si vous avez un certain pourcentage de réponses, vous êtes accepté. Et la deuxième porte d'entrée, c'est le programme cadet dont parlait Kémy, qui permet en fait, pour nous, ça nous permet d'avoir des pilotes qui sont je dirais un peu plus avancés dans l'aéronautique, parce que on a quand même un nom de compagnie qui est Air France Virtuelle. On utilise le nom d'Air France. Donc à ce sujet, on est audité régulièrement par le cabinet qui gère l'image d'Air France. À chaque fois je bouge, je sais pas trop où me mettre pour être bien cadré. Donc du coup on essaye de faire des choses qui sont carrées pour pas nuire à l'image d'Air France et rester dans quelque chose de très proche du réel, puisque avec le Fly Dispatch par exemple, vous avez les portes de départ, les portes d'arrivée, pas sur les 100 000 lignes, mais sur énormément de lignes, en tout cas toutes celles du réseau Air France KLM. D'accord, ok. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à Captain Speaking, From Inc. et Bruno Lenormand qui viennent d'arriver. Soyez les bienvenus. Apparemment, ce sont des gens que vous connaissez, les amis. Je vais juste rajouter un truc pendant que j'y pense. Excuse-moi de te couper. On est également donc sur les 2 réseaux IVAO et VATSIM. Et comme on a une Flight Academy, on est également certifié ATO sur VATSIM. Ok. Bah, c'est une bonne précision, et d'ailleurs si vous demandez ce que c'est qu'IVAO, je vous renvoie à la vidéo qu'on avait faite, enfin l'émission qu'on avait faite avec Skyflyer Aviation qui nous avait présenté les services d'IVAO, et elle est en archive dans les archives de Réseau Neo. Alors on a quelques questions qui arrivent dans le chat, et la première par Jurden qui s'adresse à Dreamercaster, donc à Jérémy. Donc c'est onair.company. Alors est-ce que c'est ce logiciel-là qui apporte cette gestion du gain d'argent dont tu parlais tout à l'heure pour la compagnie? Tout à fait. C'est ce logiciel de gestion de compagnie qui est sur Onair Company. Ouais. Alors, est-ce que ce logiciel-là, on pourrait imaginer qu'il pourrait fonctionner avec une vraie compagnie? Je sais que là, ils vont sortir en bêta sur courant du juin. Ils vont sortir un overhaul complet des routes régulières avec l'intégration des routes de compagnie réelles. Donc, je pense qu'on en saura un peu plus parce que Onair ne cesse de se mettre à jour, de se développer. Et là, il y a toutes les compagnies, les lignes de compagnies aériennes réelles qui vont arriver. Donc, ils développent de plus en plus la partie overall qu'on n'avait pas au départ et que maintenant sont installées parce que même à notre niveau, on pourrait aussi, si on avait beaucoup plus de pilotes, créer des lignes régulières. C'est-à-dire que on a un départ. On va rester sur la Nouvelle-Zélande. On a un départ de Wellington pour Queenstown et
tous les lundis ou tous les mercredis ou tous les vendredis soirs, on a des vols donc réguliers. Et plus on est régulier dans nos vols, donc nous en tant que pilote à l'heure, donc là aussi c'est une sacrée dépense d'énergie. C'est on gagne en autorité, on gagne en expérience et financièrement on est de plus en plus rentable parce qu'on est à l'heure. Nos avions sont propres et bien entretenus. Ça peut aller très très loin en fait. Une grande compagnie pourrait s'installer sur Onair pour développer un réseau avec une gestion financière et mécanique, parce que chaque vol crée de l'usure sur nos appareils. Cette usure, il faut la chiffrer, il faut la programmer dans nos dépenses. Aujourd'hui, à notre petite échelle, ça demande un petit peu de temps à gérer, mais c'est vrai que si c'est gros, on pourrait arriver à se staffer, à vraiment à hiérarchiser un petit peu la compagnie pour que chacun pourrait s'occuper même des secteurs de la compagnie. Donc je pense qu'une grosse compagnie pourrait s'installer sur Onair, qui possède aussi son tracker, sa gestion de malus, sa gestion d'expérience, de réputation. Le pilote gagne de la réputation, la compagnie en gagne aussi. Et c'est grâce aussi à cette réputation que la compagnie augmente en réputation et en pouvoir d'achat, on pourrait dire, pour pouvoir se staffer. Parce qu'aujourd'hui, prendre un liner, un Airbus ou un Boeing, ça coûte beaucoup d'argent. Il faut le faire voler, il faut l'entretenir, il faut payer le fuel, il faut payer les taxes d'atterrissage, il faut payer les taxes de parking. Pour ça, on évite de payer des taxes de parking en construisant des hangars pour accueillir nos avions. Notre personnel navigant qu'il faut aussi staffer, il faut pouvoir l'héberger, donc créer des chambres. Pris en compte dans le logiciel. Tout ça, c'est pris en compte. Tous nos avions, enfin tous nos vols. Nos vols de ligne, il faut un copilote. Le copilote aujourd'hui, c'est pas un copilote IRL, ça serait top qu'on puisse gérer avec le cockpit share là-dessus. Mais c'est un pilote qu'on recrute aussi, un copilote qu'on recrute. Donc il faut au départ avoir dans sa compagnie un copilote dispo. Parce qu'il faut aussi qu'il soit dispo, parce qu'il a du temps de repos. Il faut un copilote qui soit dispo et du personnel navigant qui soit dispo. Tout ça, c'est de la gestion en fait. C'est de la gestion. Et après, les pilotes chargent leur avion avec du passager ou du cargo pour le livrer ou les amener à bon port et voilà, et ramener un maximum de. Il faut que ça soit rentable en fait. Chacun doit gérer des vols rentables. Donc c'est vraiment une toute autre approche. C'est que on a besoin de chaque pilote, l'investissement de chaque pilote pour qu'on puisse nous progresser. Okay. Demain, il y a le 777 de PMDG qui sort. On espère la tablette, le FB de 737 avant. Mais si demain, il y a le 777 qui sort de PMDG, on va vouloir tous se jeter dessus. Mais financièrement, il faut qu'on soit costaud pour pouvoir en prendre un et le faire voler surtout. Et donc voilà, aujourd'hui la Nouvelle-Zélande, encore une fois à taille humaine, c'était très bien pour pouvoir se développer. Il y a aussi la partie atelier aussi qu'il faut développer, et un atelier au niveau des GA, c'est pas le même prix qu'un atelier au niveau des jets ou des EasyJet. Et ça aussi, c'est de la compétence que la compagnie doit prendre pour pouvoir débloquer telles compétences, pour pouvoir après recruter des mécaniciens. Il y a aussi des mécaniciens aussi à gérer et à former pour s'occuper de nos avions. Il y a le leasing, il y a l'achat, il y a la location, et voilà. Donc on pourrait en discuter un peu plus longtemps, mais... Ok, très bien. Est-ce que chez Air France Virtuel, vous avez le même système avec la gestion des avions, le vieillissement, on va dire programmer des avions au fur et à mesure des vols, et comment vous gérez ça ? Alors effectivement, la compagnie achète des avions et on gagne de l'argent en fonction des vols, etc. Même si c'est un budget qui reste interne, puisqu'en fait on travaille sur un vieux CMS, ils sont en train de se le mettre à jour, mais sur lequel il y avait cette gestion de compagnie.
Donc effectivement, on a des coûts avion, on a rajouté des modules pour pouvoir gérer de l'usure aussi au niveau des avions, c'est-à-dire que quand on vole, on va user l'avion sur un vol de 10 heures par exemple. Donc on a des éléments qui tournent pour définir une usure, et à partir d'un certain taux d'usure, on retire l'avion de la flotte pour le mettre en maintenance. Donc ça, c'est des choses qu'on gère aussi. Donc il y a des lignes qui sont je vais pas dire avec moins d'avions, mais sur lesquelles il faut qu'on fasse attention, parce que des lignes qui sont très utilisées, l'avion, forcément les avions s'usent plus vite. D'accord. Ok. Alors, je pense, je fais appel au modérateur. Si vous voulez remettre une fois les liens, ils sont déjà passés quelques fois. Au moins, vous aurez les liens qui vont vous permettre de découvrir les deux compagnies, donc Good Dream pour Jérémy et Air France Virtuel pour Laurent, qui sont nos invités ce soir. Et concernant justement la vidéo de Kémy, avant de répondre à la question de Nico, qui concerne un petit peu aussi la formation, je vous propose de mettre, puisque là visiblement ça passe pas, je vais récupérer l'enregistrement et je le mettrai juste après l'émission, et comme ça, si vous souhaitez voir l'intégralité de l'interview de Kémy, on va dire qu'on vous a fait un teaser, et vous aurez accès à cette interview juste après l'émission. Voilà, comme ça tout le monde sera passé. Petite question de Nico, qui s'adresse à tous les deux, comme ça vous pouvez répondre l'un après l'autre. Est-ce qu'il y a des AEL, donc l'adaptation en ligne, quand des nouveaux pilotes sont recrutés chez vous respectivement? Qui commence? Moi, j'ai pas bien compris la question. Qu'est-ce qu'il entend par là? Donc, est-ce qu'il y a des adaptations en ligne? Donc, est-ce qu'il y a des vols supervisés par des instructeurs quand un nouveau pilote arrive et rejoint la compagnie virtuelle? Alors, je vais répondre en premier. Sur Air France Virtuel, on a un service de formation. Donc, c'est pas quand vous intégrez la compagnie, vous n'avez pas obligation d'être au niveau de la formation pour être encadré. Si vous en faites la demande, vous pouvez effectivement avoir un instructeur qui va vous suivre un petit peu. Ça, c'est dans le cadre du recrutement classique. Dans le cadre du recrutement via les cadets d'Air France Virtuel, là il y a toute une procédure en fait, il y a une première inscription qui est une demande et qui doit être motivée. Après, il y a une vidéo à regarder sur laquelle il y a des questions qui sont posées. Si effectivement on passe ce step-là, après il y a des masterclass. Donc il y a 1 ou 2 masterclass par mois avec 5 personnes maximum. Si ça passe, il y a l'apprentissage sur un A320 avec un instructeur. Après, il y a un lâcher au bout pendant 10 heures. Après, c'est validé par un flight safety. Et si on a passé tout ça, il y a la décision finale de l'instructeur pour après intégrer directement en OPL CCMC, donc court courrier ou moyen courrier. Donc, suivant le cursus que vous prenez, si vous faites une inscription directe, c'est vous qui choisissez si vous voulez être accompagné ou pas. Si vous passez par les cadets, vous serez obligatoirement accompagné pendant un certain nombre d'heures pour intégrer la compagnie. Ok, donc cadet à mission, on va dire, et puis à la voie confirmée, entre guillemets. Oui, on peut dire ça, mais bon, il y a beaucoup de personnes qui passent par la voie entre guillemets confirmée, qui pourraient passer par la voie cadet quand même. Hein. D'accord, voilà, donc ça, c'est le message est passé, ça c'est fait. Ok. Après, on a un service de formation, donc si effectivement les pilotes ont besoin d'approfondir des compétences sur la 320 ou sur le Boeing, etc., on a des pilotes, on a des instructeurs qui peuvent les accompagner. Ils peuvent prendre 1 heure, 2 heures, 4 heures, 5 heures pour les accompagner sur des problématiques spécifiques, sur le maniement de la machine, sur de l'instrumentation, sur de la nav, sur du transatlantique.
voilà, après, on a des pilotes IRL qui sont chez Air France Virtuelle aussi. Donc il y a un accompagnement qui peut être fait si le pilote en fait la demande, bien évidemment. Oui, parce que je suppose qu'on ne rentre pas directement sur long courrier. Il y a toute une phase à respecter, des échelons à gravir, on va dire. Alors effectivement, sur Air France Virtuelle, vous commencez comme OPL court et moyen courrier. Donc OPL c'est CMC et il y a plusieurs grades. Il y a copilote, commandant de bord, et puis après copilote long courrier, commandant de bord long courrier. Et donc en fait vous commencez, je dirais copilote sur du court et moyen courrier pendant 80 heures. Vous devez faire 80 heures de vol avant de passer une QT pour passer sur du long courrier. Et après le long courrier, il y a une autre QT pour intégrer certains vols vintage et vols Concorde par exemple. Parce qu'on a aussi un pôle vintage, un pôle aéro club au sein de la compagnie. Ok. Alors question pour Jérémy, combien de temps, on va dire plutôt, est-ce qu'on passe, alors je vais reformuler ma question, est-ce qu'on passe plus de temps à gérer la compagnie ou est-ce qu'on passe plus de temps à voler? Parce que ça paraît en fait de l'extérieur un truc énorme, il y a tellement de paramètres à prendre en compte, et je poserai la même question pour Laurent après d'ailleurs. Non, ça va encore une fois, sur notre petite compagnie, je passe plus de temps à voler qu'à gérer la compagnie. C'est pas la même dimension. Comme je disais tout à l'heure, si jamais demain on commençait vraiment à s'évoluer, parce que le projet c'est de commencer à quitter la Nouvelle-Zélande pour un peu essayer de s'étendre, notamment l'Europe où beaucoup de pilotes attendent ça, et je pense aussi ça sera un bon levier de recrutement. Là on pourra staffer dans la compagnie à différents stades pour pouvoir s'organiser. Aujourd'hui non, j'ai plaisir et on a plaisir de voler sur nos heures pour la compagnie, et la gestion ça se fait très bien. Après, pour nous, l'entrée, il y a pas d'instructeur, il n'y a pas d'accompagnement par la suite. Par contre, il y a énormément de partage. On a des pilotes qui arrivent, qui connaissent pas les liners, pas les liners, et ils se retrouvent aujourd'hui à faire 400 heures sur Airbus de vol, parce que voilà, il y a des personnes de la communauté qui prennent beaucoup de temps à partager, à faire évoluer nos pilotes. Voilà, c'est simplement encore une fois, c'est du partage. Pour entrer dans la compagnie, nous on est sur une vingtaine d'heures pour atteindre un liner. Donc aujourd'hui, je voulais pas que ce soit trop contraignant des personnes qui volent que sur Airbus ou Boeing à faire une quinzaine d'heures sur GA en Nouvelle-Zélande. C'est sympa 2-3 heures, et il y en a qui aimeraient faire autre chose. Mais voilà, comme Honair aussi a son tracker, donc comme je disais, on a un flight log, on suit l'évolution des pilotes, on les accompagne quand il y a des choses qui vont pas, ou parce qu'il y a des procédures à respecter, des vitesses à respecter, des procédures de démarrage à respecter, et comme je disais tout à l'heure, on gagne de la réputation, et avec cette réputation on évolue son profil de pilote, et avec ce profil-là c'était cette réputation aligné à un certain nombre d'heures, et on fait monter des échelons. Mais c'est vraiment petite échelle, c'est voilà, une quinzaine d'heures sur GA, et après on passe sur Citation CJ4, sur Jet, simplement pour se préparer un peu à l'IFR, pour voir un peu le pilote s'il est à l'aise avec le vol IFR, et après c'est le plaisir de voler en liner, parce que avant tout, voilà, c'est un plaisir. Je veux pas aujourd'hui imposer aux gens de devoir voler pour pouvoir faire vivre la compagnie, parce qu'on en a besoin, hein, malgré tout, hein, comme je disais, mais je veux pas que ça soit une contrainte. Voilà, il faut que ça reste plaisir. Aujourd'hui, prenons plaisir et partageons tout ce qu'on aime faire dans la simulation, en commençant par notre passion.
Ok, donc Captain Spiking justement qui dit qu'il passe plus de temps à voler qu'à la majorité automatisée par On Air, que c'est plus de la gestion individuelle de son propre pilote, et Bruno Le Normand qui rajoute c'est Dream le gestionnaire et je l'aide un peu, donc tu as aussi des petites mains qui travaillent avec toi. Exactement, ces derniers temps comme c'était bon voilà, on en a parlé tout à l'heure, la période théorique à préparer. La compagnie, elle continue de vivre à côté, continue de dépenser, elle continue d'engendrer des bénéfices, mais il faut pouvoir s'en occuper. Les avions qui rentrent en check annuel, en révision des 100 heures, les pannes aussi, on n'en a pas parlé, mais si on n'entretient pas suffisamment ces avions, quand l'usure va commencer à devenir trop importante, on va commencer à avoir des pannes qui arrivent. Donc ça peut être des pannes mineures comme des pannes majeures. On n'a pas eu encore de majeures sur les liners, mais on se doit d'entretenir nos avions. Oui, c'est ça qui est fou, c'est que c'est vraiment poussé. Ouais, non, mais c'est poussé. On croirait pas, mais quand on rentre vraiment dans la matrice de cet add-on, de ce logiciel, on peut aller très loin. On peut aller très loin, mais faut y aller doucement parce qu'en allant très loin, on peut se cramer les ailes. Ah ben c'est le cas de le dire. Oui, c'est le cas de le dire. Et Laurent, justement, sur une compagnie comme Air France Virtuelle, tu disais avec 3000 pilotes à gérer, comment vous faites? Vous parlez des pannes, vous avez dans votre tracker quelque chose qui vous remonte les pannes et qui va vous dire lui il a bien géré, lui il n'a pas bien géré, et comment vous faites derrière? Vous les contactez, vous leur dites on va revoir les choses? Alors, si il y a trop d'erreurs qui sont commises, effectivement, si tu veux, on a un rapport de vol qui sort par le tracker à la fin de chaque vol, et chaque rapport de vol est analysé. Alors, bon, vous vous doutez bien qu'avec une centaine de vols par jour, on peut pas faire tout ça à la main. Donc on a automatisé beaucoup de choses où en fait on va checker le rapport, et en fonction de certains caractères qu'on va récupérer, certaines phrases clés, on va pouvoir traiter automatiquement un certain nombre de choses. Tout ce qui n'est pas traité automatiquement va être traité manuellement par le service des OSV, des sécurités de vol. Et effectivement, s'il y a trop souvent des erreurs, je dirais un petit peu faciles, qu'on peut facilement éviter, on va proposer aux pilotes de passer en formation. Après, il y a des éléments qui vont être bloquants tout de suite et qui vont grounder le pilote, c'est-à-dire qu'on va le bloquer au sol tant qu'il n'aura pas soumis ce qu'on appelle un ASR, un Air Safety Report, pour expliquer pourquoi il a eu ce problème-là. Alors, les blocages au sol, c'est pas parce que vous avez été à 280 nœuds sur le FL100. C'est plutôt même pas la pause, parce que la pause, on a une certaine tolérance, mais l'accélération du simulateur, par exemple, ça c'est complètement interdit. C'est les taux de toucher supérieur à une VS de moins 800, puisque là on a directement un impact sur les trains d'atterrissage, et donc comme on gère l'usure des avions, eh bien l'impact sur le train d'atterrissage va déclencher une usure prématurée du train. Donc s'il y a des erreurs trop régulières des pilotes, oui, on peut lui demander de passer un petit peu en formation. Mais bon, après, le but reste, comme disait Jérémy, c'est que tout le monde s'amuse. D'accord, il y a des contraintes chez Air France Virtuelle parce qu'on veut se rapprocher au plus proche de la réalité, sur les lignes, sur les avions, sur les portes de départ, sur les procédures, etc. Mais il faut que ça reste quand même un plaisir. Et pour répondre à ta première question que tu avais posée sur est-ce que j'ai le temps de voler, écoute, ma réponse est non. Voilà.
j'ai plus beaucoup de temps pour faire des vols. J'essaye quand même d'en faire de temps en temps parce que je monte un comment ça s'appelle un home cockpit à la maison, mais j'ai pas le temps que j'aimerais pour pouvoir voler, parce qu'il y a effectivement toute la compagnie à gérer au-delà de la partie comment dirais-je humaine. Ça reste des bénévoles qui participent et qui mettent tout ça en place pour avoir tous ces events. On a quasiment je crois une centaine d'events par mois, un truc comme ça. Je crois que j'avais noté l'information. Service Event, il y a 1000 vols, grosso modo 1000 vols par mois qui sont faits dans des events. Donc entre les OSV, le service Event, le service dispatch, etc., c'est quand même une trentaine de personnes. Donc faut les encadrer, faut les suivre, même si on essaye de les laisser très très autonomes. Voilà, il y a quand même une organisation qui fait que on n'est pas forcément toujours derrière le simulateur à pouvoir voler. Après, il y a toute la partie technique aussi. Il y a les développements qu'on rajoute. Il y a les serveurs, parce que les serveurs, faut les entretenir, faut faire les mises à jour sur les sites, faut faire les upgrades au niveau des machines elles-mêmes, etc., etc. Donc voilà. Et puis c'est aussi une association loi 1901. Donc voilà, tout ça, ça demande beaucoup de temps et donc moins de temps pour voler forcément. Plus de gestion, moins de vol. Alors justement, on voit, ça parle un petit peu de home cockpit dans le chat. Est-ce que on peut voir quelque part, si c'est possible, si vous voulez pas, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'on peut voir un petit peu vos outils, comment vous travaillez? Est-ce que même au niveau de l'équipement, est-ce que vous êtes équipé comme les vrais, on va dire? Alors, pour ma part, moi, j'utilise P3D et Flight Simulator FS20. La machine sur laquelle ça tourne, j'avais besoin de quelque chose d'un peu costaud pour d'autres choses à côté, donc je suis sur du i9 avec 64 Go de RAM. Une GTX 3080 ou 3090, je sais plus. Voilà, ça c'est pour la machine. Ça c'est pour la machine elle-même. Après, pour le plaisir, alors je vole pas encore complètement avec parce que il y a encore plein de choses à faire. Hop, que je mette dans le bon sens. Voilà, je suis en train de monter un home cockpit avec donc les écrans. Ça c'est l'overhead qui est caché là derrière. Puis il y a une machine ici et puis il y a une machine là-bas au fond, une autre machine ici. Il y a 3 machines pour faire tourner la bête. Et puis alors après, hop, sinon on veut s'amuser un petit peu. Voilà, alors c'est peut-être un peu sombre. Il y a des kilomètres de câbles. Voilà, il y a un petit peu de quoi s'amuser, surtout quand il y a une panne. Oui, voilà. C'est quelque chose de sympa. Mais voilà, après c'est un autre plaisir. Oui, c'est sûr. Et toi, Jérémy, comment t'es équipé? Est-ce qu'on est sur le même acabit que Laurent? Ah non, c'est encore un cran d'écart. Je pense que je peux switcher la caméra. Je suis pas sur du home cockpit. Hop. Et bienvenue, Dr Bidin. Bienvenue dans la zone. Ah, voilà. C'est bon, voilà. Okay. Effectivement, on voit tablette. Moi, c'est une autre immersion, on va dire. J'ai le principal, j'ai le throttle avec d'Onecombe, le Bravo, le Yoke, l'Alpha de Onecombe également. Et j'ai deux panels de Seitech Logitech, pour l'autopilote c'est Radio Panel. Et la petite tablette à côté pour la partie de checklist. Donc c'est très bien pour l'immersion, mais je suis pas au niveau du home cockpit, mais j'ai de quoi faire avec le Bravo de Onecombe qui permet son côté modulable avec du simple piston au liner ou double engine. On peut
on peut faire voler un peu tout et n'importe quoi avec cette config. C'est adaptable. Voilà, exactement, c'est adaptable. Ok. Petite question dans le chat justement adressée à Laurent. Captain Spiking qui demande depuis combien de temps tu travailles sur ton home cockpit. Là, on rentre dans la technique. Là. Ça fait. Alors, j'y travaille pas tous les jours, donc forcément les temps sont longs. Ça doit faire 2 ans et demi, 3 ans. 2 ans et demi, 3 ans. Ouais. C'est une réplique 1-1, donc il a fallu qu'on fasse d'abord le plancher parce qu'il faut le poser quand même sur quelque chose. Ça prend de la place. Après, il a fallu faire toute l'armature bois, la monter. Et puis après faut faire toutes les façades. Après il y a des trucs. Bon là, j'ai pas beaucoup de lumière, donc on voit pas trop. Mais voilà, il y a des écrans avec des caches pour pouvoir avoir le ressenti comme sur un A320. Vous voyez là, par exemple, j'ai pas de casque, j'ai pas de cache. Et là, l'écran, je l'ai pas encore mis. J'en ai un qui traîne derrière, là, qui doit être installé. Mais c'est beaucoup de temps mettre ça en place. Après c'est aussi faire les panneaux, faire l'électronique, commander les pièces. J'essaie de remettre la caméra à chaque fois. Commander les pièces qui vont bien, et puis faire toute l'électronique, la programmation aussi, parce qu'il y a beaucoup de programmation. C'est pas du plug and play USB, donc voilà, c'est beaucoup de choses. Donc ça fait 3 ans, ça doit faire 3 ans, quelque chose comme ça, que je suis dessus, et je pense que j'en ai encore pour un petit peu de temps avant de pouvoir être full opérationnel, on va dire. Ouais, mais c'est le plaisir, J'ai envie de vous poser à tous les deux une même question. Et oui, on a souhaité la bienvenue à Dr Bidin qui nous dit d'ailleurs, je suis passé voir cette belle émission, on a dit le plus grand bien, merci beaucoup. Ça demande quand même pas mal de connaissances apparemment de monter un home cockpit, et je voulais revenir sur les compagnies. On parlait tout à l'heure du transport de passagers. Il y a tout un tas de plugins qui existent pour gérer des véhicules autour des avions. Quand on fait les scènes de départ, les scènes d'arrivée, on embarque des passagers. Est-ce que vous simulez vraiment des vrais taux d'occupation dans des avions tels que ça existe dans les vraies compagnies? Est-ce que vous calquez là-dessus ou pas, ou alors c'est vraiment du vrai virtuel? Pour notre part, on a des algos qui tournent. C'est-à-dire qu'on a une liste des avions qui sont actifs sur les différentes lignes, avec leurs différentes capacités en termes de PAX, suivant les classes, et on génère via un algorithme un nombre de passagers qu'on propose lors de la réalisation du plan de vol. Avec SimBrief, on est interfacé aussi avec SimBrief. Donc oui, on propose par exemple d'avoir X passagers et une quantité de cargo aussi. Donc ça, c'est effectivement ce qu'on a actuellement sur AFRV. Sur Metaflight, ça sera un peu plus complexe encore, puisque comme on sera sur du persistant, sur un monde persistant, on se calquera également sur des. Bon, on va utiliser des algos parce qu'on peut pas. On veut pas dire à partir du moment où tu prends un A320, tu mets 120 passagers. Voilà, il faut que ce soit aléatoire, qu'il y ait une certaine dose d'aléatoire pour que ça reste cohérent, parce qu'un avion est rarement rempli à 100%. Ouais, d'accord. Et Jérémy, comment vous faites chez vous? Alors nous, la partie PAX, on n'est pas calé sur le côté IRL. Comme je disais tout à l'heure, c'est si on développe les lignes régulières, c'est par nous, notre ponctualité, on va commencer à avoir un taux de remplissage qui est de plus en plus important. Et surtout aussi, on a le prix du billet aussi qu'on fixe.
plus on est régulier, plus le billet on peut commencer à le vendre un peu plus cher. Pareil, à équilibrer l'avion entre la première, la business et la first. Ouais. Et après aussi, donc l'entretien des avions, un avion entretenu, ça plaît toujours et ça aide à remplir nos avions. Nous, sur la partie PAX, c'est comme ça quand on développe la partie vraiment ligne régulière. Sinon, on a des générations de missions, de contrats qui nous donnent un coup 100 pax, un coup 150 pax, un coup ça rentre pas dans un avion, on est obligé de faire deux vols, c'est pas rentable, donc on peut pas prendre. Mais voilà, si on veut s'arrêter vraiment sur la partie ligne régulière, notre taux d'occupation n'est pas calqué sur l'IRL, mais sur notre notoriété et notre réputation. D'accord. Et bienvenue à Hitchgod qui vient d'arriver. Bienvenue. Ok, très bien. Donc déjà, on a un bon ordre d'idée de la manière dont vous fonctionnez. Et encore un nouveau follower qui arrive, Croc Rocher, qui vient d'arriver. Bienvenue. Donc, on a parlé un petit peu de recrutement et je vous rappelle que tout à l'heure, je mettrai la vidéo de Kenny, qui est instructeur chez Air France Virtuelle, qui parlera des process de recrutement. On a parlé du fonctionnement, on a parlé des passagers, on a parlé du fait de voler et j'ai envie de vous poser la question. Jérémy, on a parlé un petit peu tout à l'heure, toi tu es pilote dans la vraie vie. Est-ce que vous êtes ou est-ce que vous allez franchir le cap et aussi voler dans la vraie vie et passer votre brevet de pilote et évoluer aussi comme ça dans l'air autrement que derrière un ordinateur? Et jusqu'où vous voulez aller, si c'est le cas? Je vais laisser la parole aux jeunes. Alors, pour ma part, oui, j'ai passé, j'ai franchi le cap. J'ai commencé donc ma PPL il y a 1 an et demi. Je suis à 35 heures de vol, 36. J'ai validé le théorique aujourd'hui, donc ça avance très bien. L'après PPL, je me vois faire beaucoup d'heures de vol pour avoir un maximum d'expérience, parce que chaque vol est tellement différent. C'est toujours une nouvelle expérience, un nouveau vol. Ça se passe bien, ça se passe moins bien. Il faut gérer chaque situation. Donc pas mal d'heures de vol, très intéressé par le vol de nuit en qualification et on verra si je suis toujours piqué et peut-être dans 8 ans, 8-10 ans, pourquoi pas me rapprocher sur le parti de l'instruction. D'accord, donc passer, faire de l'instruction, ok. Et toi alors, voilà, est-ce que l'idée t'a déjà traversé l'esprit Moi maintenant c'est un petit peu tard. Il n'est jamais trop tard. Bref, et jamais trop tard. Alors pour en faire carrière, si, là je te garantis, c'est trop tard. Concernant le PPL, j'avais commencé à le passer, donc je pense que tous les passionnés généralement vont s'orienter à un moment ou un autre sur le PPL, donc c'est ce que j'ai fait aussi. En faire ma carrière, comme je le disais, c'est trop tard. De temps en temps, je vais voler avec des copains et puis voilà, je prends du plaisir comme ça. Ou alors quand je voyage, généralement j'arrive à faire un passage plus ou moins long dans le cockpit avec le commandant de bord et son copie. Je dis plus ou moins long, ça dépend de la longueur du trajet et puis ça dépend de l'humeur de la femme, quoi, parce que la dernière fois sur 8 heures de vol, j'ai passé 6 heures dans le cockpit, donc elle m'a pas beaucoup vu, ça faisait un peu la tête. Ouais, d'accord. Ok. Ok, très bien. Alors je vois, ça réagit beaucoup, il y a des gens qui apprennent. Mr. Scorpiox qui dit félicitations pour ton théorique. Jérémy n'était pas là. Oui, donc il y a moyen de voler effectivement IRL pour les sensations. Petite question à Jérémy, pourquoi Good Dream, le nom de la compagnie? Alors c'est comme Dreamercaster en fait. C'est comme je disais en intro de l'émission,
Ça part d'un rêve, d'où la chaîne Dreamercaster. Ça part d'un rêve de voler. C'est comme j'étais plongeur, découvrir un monde qui nous appartient pas, que ce soit sous la mer ou dans les airs. J'ai fait ma crise de la quarantaine, enfin de mes 39 ans et demi, hein, n'oublions pas, en passant donc du côté des airs en volant. Ok, très bien. Bon, on a les réponses globales que vous avez pu nous apporter sur vos différentes compagnies, les outils avec lesquels vous travaillez, comment est-ce qu'on peut vous rejoindre. Je pense qu'on va repasser, alors c'est passé il y a un petit moment dans le chat, et on va le remettre d'ici la fin de l'émission. Je voulais déjà vous remercier d'y avoir participé. Et comme il est 53, je vous propose de tourner la dernière page, la dernière séquence de l'émission, la foire aux questions remise de gaz. Et vous qui êtes sur le chat, eh bien, il vous reste à peu près 5-10 minutes, grand max, pour poser vos questions à Jérémy ou à Laurent. Si vous souhaitez rejoindre une des deux compagnies, ou les deux, pourquoi pas, parce qu'on n'est pas forcément exclusif, eh ben, n'hésitez pas à les poser. C'est la séquence remise de gaz, foire aux questions pour vous. Et donc dernière partie avec le chat qui vous remercie également. Oui, on parle du Discord, hein. Vous avez tous les deux une chaîne Discord, hein. Vous travaillez beaucoup avec Discord? Oui, énormément. De mon côté, énormément avec Discord. C'est là où, comme on dit, c'est la petite vie après le live. On se retrouve sur le Discord, que ce soit sur la partie Good Dream. Si vous êtes intéressé, vous avez un channel qui vous est dédié avec plein d'informations, voilà, pour s'organiser. Et sinon, le reste, c'est du home cockpit pour certains de nos rêveurs qui sont sur le Discord avec voilà, des créations spectaculaires, des photos d'événements IRL, de photos de simulateurs. Les avis des uns et des autres sur des modes, de l'entraide, beaucoup d'entraide. Et voilà, donc sur Discord, n'hésitez pas, si l'envie vous dit de passer. Voilà, et merci à Urden qui vient de poster le Discord de Dreamercaster. Et chez Air France Virtuel, il y a aussi un Discord. Ah, oui, on a aussi un Discord. Oui, c'est bon. Tu m'entends? Oui. Ouais. Donc oui, on a aussi un Discord. D'ailleurs, tout se passe maintenant sur Discord. On a regroupé tous les canaux. Le support se passe sur Discord. On a des salons de stream, on a des salons de share cockpit, on a des salons de formation, on a des salons de photos de simu aussi, donc de simulateurs, les machines, des photos prises lors de vols en simu, des photos IRL, on a, je sais pas, il doit y avoir il y a une quinzaine de salons qui sont organisés pour suivre en fonction des problématiques de chacun ou des envies de chacun tous les éléments nécessaires. Donc il y a de quoi faire, et puis c'est toujours pareil, hein, que ce soit, je pense, chez Jérémy ou chez nous, le Discord c'est un outil de communication, c'est un outil qui nous permet de rester en contact avec nos pilotes, essayer de rester disponible pour eux, parce que on est conscient qu'aujourd'hui on a 3000 pilotes, mais si on a 3000 pilotes, c'est grâce à eux. Le staff fait son travail, les bénévoles que je remercie d'ailleurs, j'en profite pour tous les remercier pour leur travail, mais sans les pilotes on n'existe pas. Ouais. Donc ça reste un lieu d'échange où on reste joignable, accessible pour essayer de répondre à toutes les problématiques qu'ils peuvent rencontrer, et puis toujours dans la bonne humeur. D'accord. Et j'ai aussi envie de vous poser une dernière question, puisque c'est 56 et on va clore l'émission dans quelques minutes. Est-ce que, alors peut-être plus facilement pour Jérémy que pour toi Laurent,
Est-ce que vous avez déjà rencontré les membres de votre communauté, donc les vraies personnes, plutôt que de les voir par Discord interposé ou voler à côté sur les écrans? Est-ce que vous avez déjà organisé des rencontres pour se rapprocher auprès des gens, échanger, autre même que la visio, en vrai? Non, pas encore. De mon côté, j'ai pas eu encore cet honneur avec les événements IRL qu'on peut avoir, que ce soit à La Ferté ou au Bourget. Pour citer que ces événements, on n'a pas encore programmé de rencontres. Mais voilà, et on a encore beaucoup de choses à faire. D'accord. On a encore beaucoup de choses à faire. On va dire. Non, on n'a pas encore. On s'est pas encore rencontrés. Ouais. Donc c'est pas exclu, mais c'est pas encore dans les priorités. Non, bien sûr que non, c'est pas exclu. C'est que on en parle. Par exemple de La Ferté, c'est un week-end où je volais, où je pouvais pas être là. Mais sinon, c'est des moments, je pense que sont simples à trouver. Enfin sur des événements comme La Ferté ou autre, où on a la même passion, donc on peut s'y retrouver facilement. Ok. Et toi, Laurent, est-ce que tu as rencontré tes 3000 pilotes? Alors non, on n'a pas rencontré les 3000 pilotes, c'est compliqué. Nous, on est, alors je sais pas pour Jérémy, mais c'est plus simple à gérer une rencontre avec 15 pilotes. Je présume. Après, tout dépend où ils sont positionnés, mais ouais, c'est très compliqué parce que nous, on a un positionnement mondial, donc on a des pilotes qui sont des 4 coins du monde. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Asie, que ce soit en Australie, on a vraiment des pilotes de partout. Donc c'est un peu compliqué d'organiser une rencontre. Par contre, nous on est, Bertin et moi, entre autres, on est en région parisienne. Donc du coup, à chaque fois qu'il y a le Bourget, on essaye de se donner un point de rendez-vous. Pour tous ceux qui veulent venir nous rencontrer, pour aller boire un verre, pour faire le tour du salon ensemble, pour discuter, échanger. Donc oui, on a déjà fait des rencontres IRL. Et puis souvent ça se terminait au resto. Et puis voilà. Après on avait des projets. Là, faut que je regarde où ça en est. On voulait louer un gîte dans le centre de la France, courant d'été, fin d'été, pas très loin d'un aérodrome, pour essayer de faire un rassemblement avec beaucoup plus de pilotes qui pourraient venir justement en avion s'ils ont leur PPL, prendre d'autres en taxi avion pour les amener. Donc voilà, il y avait ce projet un petit peu fou, donc on va voir ce que ça va donner. Mais ouais, on essaye de faire des trucs et d'être accessible et d'être présent pour échanger sur notre passion à tous, quoi. Et ben, ça donne envie, en tout cas. C'est vrai que quelque part, le fil rouge de l'émission, c'est se dire ça, c'est qu'on est dans le partage, et ça se ressent si bien dans une chaîne que dans l'autre, le partage, la passion, la communication et l'échange. Et ça se ressent. Oui, c'est ça. Et puis, je pense que c'est le cas, quelle que soit la taille de la compagnie, qu'on soit 3000 ou qu'on soit 15. Je pense qu'on est tous animés par la même passion, la même envie. Le même attrait, et donc c'est toujours des moments d'échange et de partage, et ça je trouve que c'est super important, surtout dans le contexte actuel, et puis le contexte qu'on avait passé avec le Covid, le fait de pouvoir voler, d'échanger, de continuer à avoir une vie entre guillemets sociale, c'est super important, et on aime beaucoup. Chez Air France Virtuelle, on aime beaucoup rester en contact et avoir des échanges avec notre communauté. Ils nous proposent des choses, on les accepte pas, on met en place. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place suite à des propositions de la communauté. Donc ça, je trouve que c'est bien, parce que c'est renvoyer un petit peu l'ascenseur, je dirais, à tout le monde qui participe à Air France Virtuelle. Ouais, c'est collaboratif. Alors, il y a Mister Scorpius qui dit on pense sérieusement donc à se rencontrer, et
Et Jérémy, on te dit, bah, voilà, note, il faut que tu prennes des notes sur ce qu'il dit, notamment au niveau du gîte. Je pense que tu vas être sollicité. Ah, au niveau du barbecue, j'ai vu. Il ouais, est trop petit, mon barbecue. Ben, ça, je pense que ça va avec. Hein. Ok. Après, si physiquement il est en Nouvelle-Zélande, ça va être compliqué. Hein. Ah, il y a toujours moyen de s'arranger. Ok. Bon, en tout cas, messieurs, c'était vraiment un plaisir de vous avoir et d'échanger. Plaisir partagé. Des petits problèmes techniques au début sur ces passions communes. Je vous invite vraiment, vous qui suivez la zone aéro, et si vous êtes streamer, si vous avez envie de rejoindre des compagnies aériennes virtuelles sympas, bah, d'aller faire un tour et d'aller voir un petit peu ce qui se passe. Et je pense que vous serez bien accueillis. Je vous laisse le mot de la fin, les amis, et juste après, on parlera un peu du programme de la zone aéro à venir. Oh bah, je laisse la parole aux jeunes. Je me dis. Non, bah déjà te remercier Sébastien et l'équipe pour ton invitation, pour cette tribune qui nous est offerte pour parler de nos chaînes, de nos compagnies, certes voilà, plus petites, mais ça reste une compagnie de passionnés. On en a parlé, et beaucoup de partage et beaucoup de passion. Et voilà, ce qui anime aussi ta chaîne, et j'en suis encore une fois très très heureux de pouvoir intervenir sur ta chaîne, et merci au chat. Bon, j'ai eu le temps de lire un petit peu les questions, mais ça va assez vite, et le temps de participer, voilà. En tout cas, merci à toi, et merci à tous de votre écoute, et j'espère que ça vous donnera envie de voler pour une compagnie aérienne virtuelle sur votre simulateur, et hâte de vous retrouver, que ce soit chez Sébastien, chez la VFR ou chez la Good, chez nous, chez Dreamercaster. Voilà, ça sera avec plaisir de vous accueillir et de partager des temps de vol avec vous. Bah, moi, je n'ai pas grand-chose de plus à rajouter. Je partage complètement ce que tu as dit. Bah, merci pour l'invitation, et puis pour cet échange qui est toujours sympa. On aime bien parler de nos compagnies, et puis bah, on va regarder aussi un petit peu la compagnie de Jérémy pour voir si elle continue à progresser, si elle vient essayer de nous chatouiller un petit peu ou pas, même si on n'est pas sur les mêmes réseaux. En tout cas, c'est toujours des passionnés généralement qui sautent le pas de créer une compagnie. Bah, pour ça, félicitations à toi, Jérémy, parce que je sais que c'est pas évident, et puis t'inquiète pas, ça va se compliquer. D'accord. En tout cas, Nico a une très bonne remarque. Il dit en tout cas leur travail n'est pas virtuel, même si des compagnies virtuelles. Bravo pour votre travail, votre implication et le temps que vous donnez aussi aux autres, parce que on est encore une fois là-dedans. Ouais, alors moi, j'ai tendance plutôt à remercier toutes les équipes qui sont derrière Air France Virtuelle, hein, parce que là, vous me voyez moi pendant 2 heures, je représente un petit peu la compagnie, mais derrière, c'est un peu plus de 30 bénévoles qui font ça sur leur temps libre, le matin, le soir, au milieu de la nuit, et puis si on existe, c'est aussi grâce à eux. Donc, bah, effectivement, c'est pas que du virtuel, et c'est surtout toutes les équipes qu'il faut remercier de leur implication au sein de la compagnie. Je crois que c'est plutôt eux qu'il faut mettre en avant, plutôt que le staff directoire qui est là juste pour représenter la compagnie, mais vraiment toutes les petites mains qui travaillent derrière, tout le travail qui est fait, bah, c'est tous ces bénévoles, et c'est un grand merci à eux. C'est eux qui devraient être à l'honneur. Voilà. Ben, c'est très bien dit. On vous retrouvera en tout cas avec grand plaisir l'un comme l'autre au fur et à mesure. Moi aussi, j'essaie de passer de temps en temps, hein, chez les uns, chez les autres, venir faire un petit coucou. C'est pas forcément évident toujours, mais on essaie de faire comme on peut. Et merci à Jordan qui vient de reposter encore une fois les liens des différentes chaînes Twitch. Dreamercaster et évidemment donc, Air France Virtuelle, où vous pouvez retrouver tout un tas de vols. Merci d'avoir partagé vos passions, vous dit Jordan, et bravo. C'est très bien pour ceux qui malheureusement ne peuvent pas être pilotes de ligne, exactement. Donc voilà, c'est une autre manière d'aborder l'aviation, et on vous en remercie. Alors, avant... Oui. Juste, j'ai regardé les liens qui passaient. Donc, le lien d'Air France Virtuelle au niveau du Twitch,
ce que je l'ai pas vu passer. Donc c'est twitch.tv/Air France Virtuelle comme la compagnie. Tout simplement. Ok, très bien. Merci pour la précision. Merci messieurs pour votre participation encore une fois, c'était instructif. Et donc on va rapidement afficher en fait, on va parler du programme à venir pour la zone aéro pour les semaines qui arrivent. Et on commence par la semaine prochaine les amis, puisque nous aurons le plaisir de recevoir ici en studio un ancien pilote de chasse qu'on connaît très bien ici dans la zone, peut-être moins vous, mais nous oui. C'est Tom, notre ami Tom, qui viendra nous voir. Il sera ici, vous pourrez lui poser vos questions, puisque il s'est reconverti après sa carrière de pilote de chasse et d'instructeur Rafale. Et on aura la chance de l'avoir avec nous pour 1 heure, 1 heure et demie d'émission. Retenez bien l'horaire. La semaine prochaine, ce sera à 19h30 et il pourra répondre à vos questions sur sa carrière militaire, mais aussi sa conversion en tant que pilote de ligne. Aujourd'hui, c'est la semaine prochaine avec Tom, le 14 juin à 19h30. Retenez bien l'heure, c'est pas 20h30, c'est 19h30. Ensuite, premier événement IRL pour la zone aéro qui se passera le samedi 17 juin du côté de la Bourgogne, là, au centre France, du côté de Paray-le-Monial. Indicatif OACI LFGN, Golf Novembre, pour le 20e rassemblement des traîne-queues, donc rassemblement aérien des trains classiques. Il y aura énormément d'avions, il y aura beaucoup d'animations, il y aura une très bonne ambiance et une équipe de la zone aéro sera sur place pour pouvoir couvrir l'événement, rencontrer des gens, faire le tour des avions et on essaiera de vous faire partager un maximum de choses par petits live tout au long de la journée, tout au long de ce samedi 17 juin. Donc activez les notifications si vous voulez voir, c'est direct et on vous proposera ça avec grand plaisir, donc le 17 juin prochain. Ensuite, on arrive au 21 juin les amis, fête de la musique, mais pas que, ça va être la fête de l'IFR avec le retour de notre ami Mathieu qui viendra nous voir. Mathieu de la Bourdonnais, instructeur IRI, donc Instrument Rating Instructor, instructeur IFR à l'ENAC, et il nous parlera justement de la formation spécifique de la qualification de vol aux instruments. Si vous voulez en savoir plus sur le contenu de ces formations et la manière dont elles sont abordées, avec les acronymes qui vont bien, n'hésitez pas à être présent, 19h30 le 21 juin avec Mathieu, et ce sera aussi en studio. 2 invités de suite en studio, c'est plutôt cool de discuter de tout ça autour d'un verre ici au bar de la zone. Et on terminera ce mois de juin 2023 en parlant podcast avec aussi un pilote de ligne qui travaille chez EasyJet, c'est Antoine Benkemoun André, que vous connaissez peut-être sous son podcast qui s'appelle Parlons Aviation, qui existe depuis quelques temps, et nous reviendrons avec lui justement sur sa carrière et sur ses idées de passer justement sa passion au travers d'un podcast Parlons Aviation. Ce sera le 28 juin prochain et cette fois-ci ce sera à 20h30. Restez bien connectés dans la zone aéro puisque donc ça c'est le programme de juin, mais on vous programme aussi de belles surprises pour le mois de juillet. En août ce sera la pause estivale et puis on reviendra évidemment en septembre. Voilà pour le programme. Je vous rappelle que l'émission de ce soir ainsi que l'interview de Kémy, c'est dans quelques instants sur la chaîne Twitch de la zone aéro et que depuis cette nuit, vous avez le replay YouTube de l'émission avec notre ami Eric Burgi. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir parce que c'est quelqu'un de très sympa qui nous avait partagé son expérience. Et donc, on retrouve tout ça dans le replay YouTube avec Eric Burgi et évidemment aussi les podcasts de la zone aéro qui sont accessibles sur la majorité des plateformes. Et merci Julot pour le partage du lien Apple Podcast, enfin podcastapple.com pour ceux qui veulent, sur Spotify, sur toutes les autres chaînes évidemment. Et enfin le Discord aussi de la zone aéro qui nous permet d'échanger, de vous écouter. Si vous avez des sujets à proposer, n'hésitez pas à le faire sur le Discord, on vous répond la plupart du temps et on essaie de vous écouter et de mettre les choses en place. Voilà. Dans quelques instants, on lance le générique de fin, restez avec nous, on va aller raider une chaîne, je ne sais pas encore laquelle, j'ai pas regardé, on va voir ça pendant le générique, donc restez avec nous, puisque ça nous fait aussi connaître la chaîne, on va basculer chez quelqu'un, ça peut être de l'univers aéronautique ou totalement autre chose, donc restez avec nous le temps du raid, après vous faites ce que vous voulez, et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine dans la zone aéro, même heure, même endroit, même fréquence, fly safe pour ceux qui volent, et rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, bye bye.